travers le deuxième point, la responsabilité individuelle des accusés. C'est un moment important. Parce que depuis le début de ce procès, je n'ai pas donné d'ordre. On ne m'a pas vu tirer. On ne m'a pas vu donner des instructions. Chacun, se couvrant, refuse sa responsabilité. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Alors, Monsieur le Président, pour déterminer cette responsabilité, nous allons partir sur la responsabilité indirecte ou du commandement. Parce qu'on est responsable de ses faits personnels pour avoir agi, mais aussi on peut l'être quand on est commandant d'éléments. Si les éléments qui sont sous le commandement d'une personne agissent, même sans ordre, mais s'ils savaient qu'ils auraient pu agir et qu'ils n'ont rien fait, ils peuvent être tenus pour responsables. Ça, c'est important de le dire. On va commencer par le président de la transition de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que j'estime que c'est lui, on doit commencer par lui, parce qu'il était le président. Il avait tous les leviers du pouvoir, contrairement à ce qu'il nous a dit ici. Monsieur le Président, pour déterminer sa responsabilité, nous allons examiner plusieurs points. D'abord, en amont des infractions, il y a eu beaucoup de choses. Sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée. C'est l'élément déclencheur. N'eût été sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple, ces événements ne se seraient jamais produits. Peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose, mais plutôt que de juger cette affaire. C'est clair. Alors, il y a les discours publics, je ne vais pas revenir sur ça. La réunion au camp, en prélude à la manifestation du 28 septembre. Ça, c'est important. Cette réunion a eu lieu. Personne ne l'a admis ici. Mais vous savez, Monsieur le Président, le crime n'est jamais parfait. C'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu. Il s'agit de l'appel du président Dadis, quand le président Dadis a appelé M. Sidia Touré, à 1h du matin. Monsieur le Président, leurs échanges n'ont pas été cordiaux. Il a menacé, si vous sortez, vous verrez, Monsieur le Président, quand un président de la République s'adresse à un homme politique de son rang pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, Monsieur le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, Monsieur le Président, comment nous avons obtenu cette information? C'est parce que le colonel Tchéboro, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le président Sidia. Il dit au président Sidia, qu'est-ce que le président vous a dit? Le président vous a dit hier. Il ne vous a pas appelé, il dit oui. Il dit c'était à 1h du matin. Il dit non, ce n'était pas à 1h du matin, j'étais là. Cela confirme sa présence. Donc cette réunion a eu lieu. Ça, c'était une réunion en prélude à ce qui allait se faire. L'ambiguïté du président Dadis, comme je l'ai dit, de se maintenir au pouvoir. Si je veux, je ne suis pas né militaire. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Et Monsieur le Président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comment il a séduit les Guinéens? C'est à travers son discours. On a eu confiance en lui. Parce qu'on a estimé que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. Au début, on a constaté des changements. Mais Monsieur le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels, tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir et il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui nous a conduit ici. Il y a son interview à la Télé Sud, le voyage à l'Abbé, je ne reviens pas sur ça, ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp, des blindés, des avions de combat,
se rend à près de 300 à 400 km de Conakry pour aller défier ses détracteurs. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Président? Il a dit. Mais le passage du cortège du président Dadis, c'était inédit. Des centaines de véhicules, appuyés par des hélicoptères. Les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire attention, parce qu'il savait qu'une manifestation était projetée. C'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs, comme il le disait, comme il aimait le rappeler, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est revenu de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, Monsieur le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Kaléa. Ça, c'est un élément central. Monsieur le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire, mais c'est malheureux. Il est normal, Monsieur le Président, pour un tout chef d'État de vouloir conserver son pouvoir, mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8000 hommes ont été recrutés. M. Soumaoro vous a dit ici, l'une des recrues de Kaléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait Bravo, ainsi de suite. Mais ils ont présélectionné certains à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils étaient plus considérés que les autres recrues. Parce qu'il fallait les conditionner. Il fallait formater leur esprit pour dire ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. Même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, Monsieur le Président, l'être humain est faible. Quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes tombent sous son charme. C'est ce qui s'est produit. Nous avons vu des grands meurtriers. Mussolini, il haranguait la foule. Adolf Hitler, qui haranguait des foules. Monsieur le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues. Et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, Monsieur le Président. Soumaoro l'a dit, lui, il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, Monsieur le Président, ce n'est pas n'importe qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Gono Sangare, l'intendant particulier du président. Parce qu'il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est Gono Sangare qui s'en est occupé. Aujourd'hui, il est en cavale. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très, très obscure. Et ils l'ont accompli, malheureusement. Monsieur le Président, ces recrues également étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Merci du regard pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Cela a été dit ici. Tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination aux services spéciaux. Mais, Monsieur le Président, que valent ces documents face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas? Il vivait avec ses recrues. Il a dit, le jour des événements, c'est le colonel Blaise Gomo qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi aussi, ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, Monsieur le Président, pour violer une femme à ciel ouvert, retourner chez soi,
aller voir ses enfants, manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisis. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. Monsieur le Président, ces miliciens-là ont été envoyés au camp par Joseph Makambo pour infiltrer, au stade, pardon, pour infiltrer la foule. Ces recrues-là qui avaient été choisis ont été infiltrés au stade. Monsieur le Président, voilà quelque chose qui me taraude l'esprit, qui me choque. Quand on a rebaptisé le camp Koundara, camp Makambo, Monsieur le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres, c'est justement Joseph Makambo. Monsieur le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute, entre autres, de Joseph Makambo, et que ce lieu soit baptisé Joseph Makambo, c'est une insulte à leur mémoire. Monsieur le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade, qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Toumba l'a dit, Monsieur le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur? J'aurais souhaité qu'il soit en vie, honnêtement, pour qu'il réponde de ses actes ici. Ces recrues ont causé des souffrances inimaginables. Monsieur le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom? J'espère que l'histoire effacera son nom sur ce camp. Parce que Joseph Makambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qu'il faut honorer, Monsieur le Président. C'est révoltant. Monsieur le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des bérets rouges au stade pour réprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment et moi je suis très à l'aise. Parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées. Et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. C'était lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée relevait de lui. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que, quand un militaire tire dans un endroit, ce tir doit faire l'objet d'un rapport. Obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires-là étaient au stade. Ça, c'est clair et net. Alors, Monsieur le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis, a donné des ordres explicites. Il a dit, allez mater les manifestants au stade, car le pouvoir est à terre. Le commandant Toumba est le témoin vivant de cette déclaration. Il a réitéré ici. Lors de la confrontation, il a confronté le président Dadis ici. C'est clair. Monsieur le Président, nous savons tous que c'est la garde présidentielle qui allait perpétrer ce massacre du côté des bérets rouges. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est la garde présidentielle et les miliciens. Moi, j'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses preuves dans la sous-région. C'est une armée dont on doit être fier, même si, en son sein, elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais dans l'ensemble, nous avons des soldats vaillants. Monsieur le Président, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tente de tirer sur un leader, son chauffeur, Sankaran Kaba, c'était l'un des chauffeurs du président Dadis.
Quand son chargé d'opération, Makambo, se retrouve au camp à la tête d'une centaine de recrues, d'une centaine de miliciens, comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président Dadis n'était pas au courant de cette opération? Le bon sens saute aux yeux. Il a donné des ordres explicites. Allez les mater. Le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça? Il y a un autre élément. Le commandant Toumba, en 2010, dans une interview de la RFI, il dit que c'est le président Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Il y a le chauffeur, il y a le chargé d'opération, il y a son aide de camp et à son bébé hollandais, Marcel. Plus sa garde rapprochée, parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le Président, cela est étonnant. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Président, il était impossible que le président Dadis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'était impossible. Parce que, contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée. Monsieur le Président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Et d'ailleurs, il craignait des poursuites contre lui, donc il faisait attention. Donc les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Donc, Monsieur le Président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de Claude Pivier. Et l'exemple le plus frappant, Monsieur le Président, vous avez entendu une partie civile ici. Elle a été entendue ici, à la barre, où elle vous a dit, on nous a raflé au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivé à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. Il y avait une haie de bérets rouges des services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage, voilà les ennemis du président Dadis. Monsieur le Président, il était là-bas. Il a dit les voir, mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un claquement de doigts du président Dadis pour dire « relâchez-les ». Ils étaient tout de suite relâchés. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps, que ce soit au camp Alpha Yaya, que ce soit au camp Makambo. Mais, Monsieur le Président, qui commande ces camps? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc, il ne pouvait pas ignorer ça. Ensuite, Monsieur le Président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, l'Axe. Monsieur le Président, pendant des semaines, des exactions ont été commises. Monsieur le Président Dadis ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur l'Axe. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tous les services de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ces exactions. Il n'a entrepris aucune action directe. Aucune action n'a été entreprise. Monsieur le Président, c'est lui qui a à sa disposition l'armée guinéenne, qui est composée de milliers d'hommes. Si on lui rapporte que dans des quartiers, des exactions sont commises par des bérets rouges, mais Monsieur le Président, il peut même requérir toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat. Il aurait pu le faire. Mais tout cela a participé à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement. Monsieur le Président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a été arrêté. Si Monsieur le Président Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ce massacre, n'a pas participé, n'a pas planifié,
qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle? Parce que les membres de sa garde présidentielle, la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui. C'est la garde prétorienne. Ils sont au palais, ils sont au camp en l'occurrence. Et le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne a quitté le camp. Parce qu'au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'aux dents, Monsieur le Président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces actes ignobles. Monsieur le Président, un autre élément. Comme l'a dit M. Toumba, le commandant Toumba ici, les armes ont été chargées. Quelques jours avant, ces armes ont servi où? Au stade. C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Toumba sur recommandation du général Konaté, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes là, c'est sur ordre du président pour les armes, et pour l'installation des recrues, c'est sur ordre du président. Deux ordres qui ont conduit à ce drame, Monsieur le Président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. D'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils, et au-dessus de tout, cerise sur le gâteau, il les récompense. Monsieur le Président, vous savez comment? C'est très simple. Il y a eu un décret de relèvement de grade pour tous les militaires. Et ce décret aurait dû être pris en décembre, à l'anniversaire de la prise du pouvoir, mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président, sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela renvoie? C'est des félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite, il récompense les tueurs. Beaucoup de personnes ont acquis des grades. C'est vérifiable. Le décret du 2 novembre, il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ces hommes. Cette fierté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces criminels. Par conséquent, Monsieur le Président, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Mais avant de conclure sur le capitaine Dadis, un élément important. Il s'agit de la tentative d'évasion. Ça, c'est important. Elle est du 2 novembre 2023. Monsieur le Président, après l'ouverture de ce procès, vous savez, l'histoire rattrape, hein, pendant des années. Il a émis le souhait de venir en Guinée pour se rendre à la justice, pour accepter de se faire juger, même s'il n'avait pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Gomou et le colonel Keboro. Un commando lourdement armé a attaqué la maison centrale, a réussi à les exfiltrer. Monsieur le Président, quelqu'un qui ne se reproche de rien, pourquoi il va fuir? Le commandant Toumba est là, CC est là. Vous n'avez pas la parole. CC est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. CC est là. Vous vous asseyez. CC est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Voilà, vous vous calmez. Hein. Et ceux qui s'agitent dans la salle, calmez-vous. Hein. Voilà. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Quand il dit des choses qu'il ne doit pas dire, le tribunal l'arrêtera. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme je disais tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, colonel Tcheboro et le colonel Blaise Gomou, ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commando lourdement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve, parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcé de quitter la maison centrale. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui? Commandant Toumba, Marcel, C.C. Raphaël Haba, Dr Diaby, Paul Mansa. Ils sont tous là. Kalonzo, colonel Kalonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4? Monsieur le Président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remenés en prison. Je le dirai. Alors, Monsieur le Président... Que nous sommes dans un procès criminel. C'est le procès de la personnalité des accusés. Je vais parler du président Moussa Dadis Camara. Je vais défendre l'honneur d'un homme généreux, d'un homme d'une exceptionnelle humanité, d'un homme honnête, d'un homme sincère, très sincère, d'un homme d'une probité morale et d'un sens de l'honneur et de la justice, d'un homme avec plein de vertus reconnues unanimement par ceux qui l'ont côtoyé, par ceux qui l'ont connu. Par ceux qui l'ont vraiment connu, par ceux qui l'ont vraiment côtoyé. Un honneur qui a été sali et mis dans la boue. Un homme d'honneur. Le président Dadis est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui fait preuve d'honnêteté et de probité. Le président Moussa Dadis Camara, malgré les coups reçus, mais administré dans le seul but de l'atteindre moralement, de l'atteindre peut-être physiquement, parce que les coups reçus peuvent rendre malade. Malgré les coups reçus pour l'atteindre, pour atteindre sa réputation, est encore là. Il est là, il est ici. Il est dans cette salle. Il a bonne mine. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que s'adressant à lui, un conseil des partis civils a même parlé, évoqué dans cette salle de déshonneur. Voilà pourquoi je vais faire plus d'1 heure pour parler uniquement de l'honneur d'un homme. On a parlé de déshonneur, motif tiré de ce qu'il est en détention. Je veux vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président.
dès le début, je vous ai dit que cet homme, j'ai communiqué avec lui le 10 février 2013 et que je l'ai vu un jour d'amour, le 14 février 2013. Cela fait donc plus de 11 ans, bientôt 12 ans, que je le côtoie. Cela fait toutes ces années, pendant toutes ces années, il le sait. Et que je lui ai toujours dit, soyez préparés dans la tête. Je vais y revenir d'ailleurs. Qu'en Guinée, vous pouvez bien aller en prison. Mais cela ne l'a jamais empêché de crier « Oh !» quand il est fâché, de s'adresser à toutes les autorités. Je vous trouverai des documents que personnellement j'ai écrits au juge. Je vais les lire ici et vous allez voir les réponses que ces juges me donnaient, également par écrit, pour comprendre qu'on a voulu anéantir un homme d'honneur. Depuis, c'est pour ça que j'ai commencé par dire je défends un homme, après je défendrai un militaire, après je défendrai l'honneur d'un ancien chef d'État, après je défendrai l'honneur d'une victime, après je défendrai l'honneur d'un exilé, après je défendrai l'honneur d'un miraculeux, après je défendrai l'honneur d'un républicain. Je rappelle que quand on parle de déshonneur, parce qu'il est en détention, que quand il est arrivé à Conakry et qu'il est allé se constituer prisonnier, quand ses co-accusés discutaient, il était le premier à embarquer à bord de ce véhicule sur lequel était marqué « Procès des événements du 28 septembre ». Je rappelle que même si sa détention n'est pas utile, et je vais vous en parler, parce qu'on ne parle que de détention nécessaire, la détention du président Dadis n'est pas utile. Ça vient devant puisque je parlerai d'un prisonnier. Et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas utile. Vous comprendrez pourquoi la justice guinéenne est passée à côté. Vous comprendrez pourquoi la justice guinéenne n'a pas donné le bon exemple aux autres États. Vous comprendrez qu'à cause de sa détention, d'anciens chefs d'État refusent de rentrer dans leur pays. Parce que tout simplement, ils ont peur d'être détenus. Parce que ceux qui s'engagent sur cette voie-là sont humiliés, sont déshonorés. Parce que le président Dadis a été déshonoré. Parce que le président Dadis a été sali. Parce que le président Dadis a été mis dans la boue. Parce que le président Dadis a vu son honneur suer. Mais je vais vous rappeler que sa détention, bien que n'étant pas utile, est honorable pour l'image du pays. Je reviendrai là-dessus. Il n'est pas le seul dirigeant à être emprisonné, à être détenu. Peut-être, et c'est là la certitude, qu'il est le seul dirigeant à être embastillé. Et je pèse mes mots, au vu de ces conditions carcérales et des traitements dont il a été victime, comme une supplice, une potence, une bagne, alors même qu'il n'est pas encore condamné. Je rappelle que d'autres anciens chefs d'État, ou futurs chefs d'État, ont connu la prison. Je ne vais pas aller loin, je vais commencer par notre pays. Le président Alpha Condé a connu la prison
avant d'être au perchoir, avant d'être au plus haut niveau, à la maison centrale de Conakry, à l'hôtel 5 étoiles, où on reçoit les gens sans titre de détention, mais simplement par un courrier fait par un procureur qui nous a pourtant dit ici qu'il ne contrôlait même pas la maison centrale. Je vais y arriver d'ailleurs. Le président Alpha Condé y a fait presque 3 ans. Lui, il a été d'ailleurs condamné. Et son environnement s'appelait Alpha Condéya. Mais il a quitté là-bas. Il a fait 11 ans de pouvoir. Et nous connaissons la suite. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Cet avocat militant qui a passé plus d'un quart de siècle détenu simplement parce qu'on ne voulait pas qu'il soit opiniâtre. Nous sommes opiniâtres et nous attendons surtout de ce tribunal d'être opiniâtre. Nous attendons de ce tribunal de savoir observer. Nous attendons de ce tribunal de savoir faire ses propres opinions. Nous attendons de ce tribunal de le faire en toute liberté et en toute liberté et éloigné de toute pression. Ces pressions peuvent venir de tous les côtés et vous induire en erreur. Je vous parlerai d'ailleurs des causes de l'erreur judiciaire à la fin. Et c'est par ça que je terminerai, pour vous comprendre que le système peut vous mettre en erreur, c'est la première cause. Pour que vous compreniez que les personnes peuvent vous induire en erreur. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ne sont pas gens de justice. Mais il y en a qui sont gens de justice, mais qui sont surtout dans cette salle. Et qui peuvent être tant les avocats des parties civiles que les parties civiles elles-mêmes, tant le parquet que même les avocats de la défense. Je vais même plus loin, que même les accusés pourraient vous induire en erreur. Mais ce sera la dernière partie de mes plaidoiries. Jacob Zuma, le président sud-africain, ou l'ancien président sud-africain, est allé en prison, a été détenu. Et d'ailleurs, son cas est un peu particulier. Il n'est pas allé pour l'affaire pour laquelle il était poursuivi, mais il y est allé pour avoir attenté à l'honneur des magistrats de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous encore comment vous incarnez la noblesse? Un homme qui a été le premier magistrat de son pays est renvoyé derrière les barreaux, est emprisonné parce qu'on lui reproche de n'avoir pas respecté les magistrats qu'il a lui-même nommés. La justice, c'est un monde singulier. La justice, c'est un monde particulier. Le magistrat, c'est un acteur judiciaire particulier. N'oubliez pas cela. N'oubliez jamais cela. Si vous passez à côté de cela, vous n'exercerez pas loyalement et en toute dignité votre mission. Vous n'assumerez pas vos responsabilités. C'est donc de la présidence qu'il a connu 15 mois de prison.
ben, il est vite sorti après 3 mois. Le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a dit un jour, mais la MACA, c'est mon deuxième domicile. En fait, la MACA, c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce qu'à tout moment, chaque fois que ça n'allait pas, étant le seul opposant de feu, président Nana Félix Houphouët-Boigny, il était toujours là. Il s'était habitué au point de dire à tous qu'il avait 2 domiciles. Celui-là où est effectivement situé le centre de ses affaires, son principal établissement, sa maison, sa demeure, et la MACA. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée, et d'ailleurs j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison, puisque je parlerai d'un homme responsable. Je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Mais toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Mais quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter, et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines. Ce républicain qui est assis devant vous l'est dans l'âme. Cet homme qui est assis devant vous, que vous jugez, est un homme bon, est un homme doux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu, même ses adversaires, même ceux qui déposaient contre lui, vous ont dit, le président Dadis est un homme bon. Il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres. Il l'a fait avant d'être président. Pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il l'a fait pour Biche, l'actuel chef d'état-major, général des armées, 2 fois. Il l'a fait pour Idi Amin, dans leur amicale. Il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés. C'est lui qui a osé, parce qu'il est bon, aller rencontrer feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Il lui a dit, vous voulez les garder en prison, Monsieur le Président? Il n'y a aucun souci. Mettez-nous tous en prison.
Et des personnes peuvent en témoigner. L'actuel gouverneur de la ville de Conakry, la générale de seconde section, parce que le militaire ne va pas à la retraite directement. C'est pour ça qu'on les appelle général de seconde section. C'est une erreur quand on dit mise à la retraite. Ils ont encore 2 années avant d'aller définitivement à la retraite. Elle peut témoigner. C'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici. Je parlerai droit dans cette salle, rassurez-vous, que le parquet le sache. Mais je vais parler de lui. Et je vais parler de lui pendant très longtemps. C'est là encore ça, la noblesse de votre travail. Voyez-vous, quand un avocat est empêché, il se lève et il sort. Mais vous nous écoutez, c'est aussi un choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser et que je m'adresse à vous en toute dignité. Je sais que si c'est dehors, ben je me permettrai de dire, mon cher ami, c'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme. On ne peut pas salir son image. En tout cas, nous n'accepterons pas. Je l'ai promis de rester à ses côtés. J'ai encore l'intention de rester. J'ai l'intention de demeurer. Je sais que je resterai à côté sur l'autre volet, parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure. Je le conseille dans tous les aspects de sa vie, y compris toute sa famille. J'espère juste que dans 2 mois, il va être chez lui à la maison et que cette affaire-là sera close à son égard. Et que toute l'humiliation qu'il a subie, qu'il est encore en train de vivre, pas parce qu'il est devant vous, il a voulu, il a tenu à être devant vous, mais tout ce qu'il a reçu comme coup. Le dernier, pour que je m'arrête là, parce que je n'ai parlé que des chefs d'État du continent africain, mais Lula da Silva, je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien, il a même été giflé par une greffière. Le saviez-vous? Il est revenu et il est devenu président. Parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la Cour suprême. Être en détention, Monsieur le Président, rassurez-vous, ne considérez pas que parce que vous êtes en détention, c'est un déshonneur. Non! Vous êtes un homme d'honneur. Que chacun le sache, que chacun le connaisse, que chacun ne l'oublie pas. Et que chacun, en s'adressant à lui, sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement, mais il s'agit également de la République. Parce que quand on l'humilie, on a humilié la Guinée. Et en parlant de la République, je reviendrai pour vous donner l'exemple des États-Unis. Parce qu'on a aussi parlé des États-Unis. Il faut bien que l'on parle du président des États-Unis. Ce qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé. Voyez-vous donc que certains ont connu la case de prison avant de se voir au perchoir. D'autres ont connu la prison après le perchoir. D'autres l'ont connu avant et après. Ce n'est donc pas un déshonneur
pour le président Dadis de se voir en détention, surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de la justice de son pays. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un symbole que tous les chefs d'État devraient suivre, que tous les anciens chefs d'État devraient suivre. Il vaut mieux être à la disposition de son pays qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs. Je viens donc défendre un homme dont la considération accordée au mérite reconnu lui est déniée à tout bout de champ. Par les partis civils. Il faut reconnaître qu'à l'égard du président Dadis, le ministère public qui est devant nous, et ça, c'est à son actif, a eu toutes les attitudes d'honneur vis-à-vis de lui. Il est même arrivé, pardonnez-moi, monsieur le procureur, de le dire, pardonnez-moi vraiment, parce que je sais que c'est bon, c'est pour ça que je dois le dire. Il est arrivé que ce soit le procureur qui m'interpelle, pardonnez-moi vraiment, par SMS, pour me dire: est-ce que votre client n'a pas de soucis quand il était là à cette barre? Alors voilà quelqu'un qui veille. Il est arrivé qu'il s'inquiète. Il est arrivé qu'il me dise: si ça ne va pas, vous pouvez demander un renvoi. Vous l'avez fait pour vous singulariser positivement. C'est le lieu de le dire. Tant que vous n'attaquez pas, vous ne vous découvrirez pas. Vous ne vous exposerez pas à une riposte adverse. Et tant que vous faites du bien, l'une des vertus de chez nous, c'est bien la gratitude. Il faut qu'on vous en manifeste. Puisque celui pour qui vous l'avez fait ne le sait pas. S'il le savait, il serait le premier à manifester cette gratitude. Alors je me permets donc de le faire. Et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Je viens donc devant vous ce matin, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, pour défendre l'honneur d'un homme dont la réputation déjà souillée, dans la boue et dangereusement affectée. Pourtant, cet homme-là est un homme de valeur. Pourtant, cet homme-là est un symbole. Pourtant, cet homme-là est un exemple. Pourtant, cet homme-là est tout ce qui est l'incarnation du bien et du bon et du beau. Oui, le président Dadis, que vous jugez, tenez compte de sa personnalité, qu'on a souvent oublié dans cette salle. Alors que ceux-là qu'on juge, on juge d'abord leur personnalité.
Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je n'ai pas fini de parler de l'homme, parce que je ne finirai pas, même si je passerai toute une journée à parler de lui. Mais je vais parler du militaire. Pour ne pas oublier cet aspect. Je vous ai dit que je me tenais devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, mais aussi l'honneur d'un militaire. Alors, je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue, je le dis en ayant peur, de faire l'unanimité, parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire. Il l'a d'ailleurs quitté, je peux vous le rappeler, et tous les courriers ont été faits par moi. Il a adressé un courrier. Voilà un véritable républicain. Hein? Il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état-major général des armées. Il l'a fait. Il l'a adressé au ministre de la Défense. Il l'a adressé au président de la République. Il l'a adressé au ministre de la Justice. Il l'a adressé au premier président de la Cour suprême. Il l'a adressé à tous pour leur dire « Je prends congé de l'armée ». Et d'ailleurs, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que si il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes, hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, Monsieur le Président, le 4 novembre 2023, parce que ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir. Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Camara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce que encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Parce que dans mes discussions, il était question, j'ai été très clair. J'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas.
Nous sommes en Guinée depuis longtemps. Je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Tiebro Kamara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi partageaient la même cellule. Mais puisqu'ils n'ont pas les détails, on se dit, mais comment on a pu tel. Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous sommes des civils. Hein? Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit, un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter? Mais pourquoi lui, son enlèvement était nécessaire? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des 10 pick-up de gendarmes avec un gilet anti-balle. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixine. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent « Allez voir mon avocat Mendio Kame ». Alors que lui-même est un professionnel. Ça vous dire combien psychologiquement, combien moralement une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec ces 10 pick-up pour savoir où il était. C'est moi, avec lui et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule. Et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté la maison centrale seulement à 21 h, puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant a demandé comment voilà. C'est à partir de là comment déposer. Parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. On continue d'humilier. Et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, on a encore décidé de l'entendre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme.